Systémique est un podcast qui parle de transformation durable. Notre objectif est de partager des expériences d'incitateurs de la transformation durable et de transmettre leurs bonnes pratiques. Systémique vous est proposé par VTED, la marketplace des solutions vérifiées durables. Bonjour Monsieur le Président. Merci de nous accueillir dans ce lieu emblématique qui est le Muséum national d'histoire naturelle. Est-ce que vous pouvez nous le présenter et dire quelques mots sur sa raison d'être ? Donc d'abord, merci de me donner l'opportunité de prendre la parole dans ce podcast. Alors c'est compliqué de décliner toute la richesse du muséum en un mot, donc je ne vais pas le faire en un mot, je vais le faire en quelques phrases. La raison d'être du muséum, c'est d'abord d'archiver le patrimoine naturel. D'avoir dans ses collections, nous avons 68 millions de spécimens dans les collections naturalistes, ça fait un spécimen par Français, c'est pas compliqué à retenir. Et la première raison d'être, c'est d'archiver ce patrimoine naturel, qui est un patrimoine universel, un patrimoine commun de l'humanité, qui est mis à disposition. Ce n'est pas la propriété du muséum, c'est mis à disposition, nous en avons la charge, et ça concerne aussi bien des minéraux, des insectes, des mammifères, des oiseaux, des fossiles, des plantes, des objets liés aux cultures humaines également, donc toutes sortes d'objets. La deuxième raison d'être du muséum, c'est d'éclairer par la recherche ce riche patrimoine naturel. Qu'est-ce que c'est que ce patrimoine ? Qu'est-ce que veulent dire ces objets ? Que sont ces objets et quel message portent ces objets ? Et ensuite, il s'agit de diffuser auprès du public et le plus largement possible, dans un contexte de science et de rationalité, ce que sont tous ces objets. Donc en gros, il y a de la constitution de connaissances d'un côté, à travers les collections, à travers la recherche, et il y a de la diffusion de la connaissance auprès des publics à travers différents vecteurs, que ce soit des MOOC, que ce soit des podcasts, que ce soit des livres, que ce soit des expositions, etc., etc. À ceci s'ajoute une troisième raison d'être qui a pris beaucoup d'importance ces dernières années, ces derniers temps, qui est comment est-ce que le muséum s'engage et est responsable devant la société. Quel est le niveau d'engagement du muséum dans les discussions autour des sujets environnementaux dans la société, sans pour autant que le muséum devienne prescripteur. Il n'est pas question de dire aux gens ce qu'ils ont à faire, ça ne serait pas notre rôle, sans pour autant que le muséum rentre dans des sujets politiques aussi. Ça n'est pas notre rôle que de rentrer dans des sujets politiques, mais par contre, on doit pouvoir prendre la parole, on doit pouvoir être entendu sur des sujets où on avait peut-être moins l'habitude de prendre la parole, ou en tout cas où on n'était pas entendu. Quel message justement vous souhaitez que les visiteurs retiennent de leur visite ? Alors je souhaite que les visiteurs, quand ils sortent du muséum, soient plus curieux vis-à-vis du monde qui les entoure. De manière très très simple. Ma devise pour le muséum, c'est émerveiller pour instruire. Donc je souhaite que les visiteurs s'émerveillent et trouvent que finalement cette planète, elle est formidable, elle est fantastique, il y a beaucoup de choses incroyables à regarder, que ce soit des paysages géologiques, que ce soit des minéraux, des roches, différents types de structures que nous expliquent les géosciences, que ce soit des petits oiseaux, des petites fleurs, des petits insectes, des gros arbres, des écosystèmes en général, des laisses de mer sur les plages, qu'ils s'émerveillent du monde qui les entoure, qu'ils se mettent en capacité d'être curieux et en capacité d'observateur, qui est une qualité, l'observation, qu'on a eu tendance à pas mal perdre ces dernières années, pour ne pas dire ces dernières décennies. Pouvez-vous nous dépeindre la situation actuelle du vivant et de la biodiversité, justement ? Alors, la biodiversité, elle se porte moyennement bien, pour tout dire. On enregistre maintenant depuis plusieurs décennies des déclins qui sont relativement alarmants et qui sont d'autant plus alarmants qu'ils sont vraiment documentés scientifiquement. C'est-à-dire qu'on a exactement les mêmes protocoles scientifiques qui sont appliqués depuis plusieurs années et qui permettent d'avoir la même métrique, la même unité de mesure en quelque sorte. On ne mesure pas quelque chose avec un élastique, on a vraiment un protocole qui est strict. Et quand on utilise ces protocoles, quand on les suit sur plusieurs décennies, sur 30 ans ou 40 ans, on s'aperçoit qu'il y a des déclins très importants chez les insectes, chez les petits mammifères, chez les oiseaux, et que ça, c'est inquiétant. Alors pourquoi est-ce que c'est inquiétant ? Parce que quand on regarde les grandes crises du passé géologique de la Terre, sur les dizaines de millions d'années, les centaines de millions d'années qui nous ont précédés, on s'aperçoit que ces crises, elles ont fonctionné avec les mêmes mécanismes. C'est-à-dire que les crises étaient toutes multifactorielles, comme l'est la situation aujourd'hui, où on a différents facteurs de pression sur la biodiversité, et que toutes ces crises ont fonctionné comme étant des déclins d'abondance, ce qui est le cas encore aujourd'hui. En termes de géographie, l'effondrement et la disparition des espèces sont-ils corrélés au niveau de développement et de PIB des pays ?
Alors il y a une étude très intéressante qui a été faite là-dessus, qui porte sur les États des États-Unis. Donc on est à l'intérieur d'un même système géopolitique, les États-Unis, et on a regardé au sein des différents États des États-Unis, alors pas les 50 États, mais un certain nombre d'États des États-Unis, la relation sur plusieurs années entre le développement du PIB de l'État et les pressions sur la biodiversité. Et on observe une superbe corrélation. C'est-à-dire que État après État, plus les États ont un PIB en développement, plus les États ont un PIB important, plus la pression sur les environnements est importante. Autrement dit, exercer des pressions fortes sur la biodiversité et sur les environnements, c'est bon pour le PIB. Ça veut dire vivre sur son capital. C'est comme si dans une famille, on tapait dans son épargne, on a un certain volume d'épargne, disons, et on tape systématiquement dans son épargne pour augmenter son niveau de vie, sans se préoccuper de l'échéance, qui est le jour où on n'aura plus d'épargne. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire avec la planète et avec la biodiversité. Donc on se rend compte qu'il y a une corrélation forte, PIB, emprise sur les environnements. Et ça veut dire donc que le PIB n'est pas une bonne mesure. Déjà, ce n'est pas une mesure extraordinaire au niveau économique. Quand on discute avec les économistes, ils disent le PIB, bon, c'est pas terrible. Mais il y a urgence, et ce n'est pas moi qui le dis, je ne suis pas du tout le premier à le dire, il faut un PIB vert, il faut un PIB qui intègre les impacts qu'on a sur nos propres environnements. Et dans ces cas-là, on se rendrait compte que des PIB qui paraissent intéressants, comme celui de la Chine, par exemple, en fait, ils ne sont pas si bons que ça si on intègre dedans les pressions environnementales, parce qu'ils sont en train de manger leur capital environnemental. Quelles en sont et quelles vont être les conséquences justement pour l'humain de tout cela ? Alors il faut avoir conscience que ce déclin de la biodiversité, d'abord ce n'est pas une fatalité complète, il peut quand même faire un certain nombre de choses et rendre ce déclin réversible, ou en tout cas le ralentir considérablement, mais si on a une raison de le faire, c'est d'abord une raison égoïste. Nous sommes une espèce vivante parmi des millions d'autres espèces vivantes, et nous sommes en interaction totale avec ces autres espèces vivantes. Autrement dit, on a une dépendance totale par rapport au reste du vivant sur la planète, jusqu'à preuve du contraire, quand vous vous nourrissez le matin, à midi ou le soir, vous mangez de la biodiversité. Vous ne mangez pas des cailloux. Essayez, vous verrez, c'est assez peu nourrissant, au-delà du fait que ça peut faire très mal aux dents. Ensuite, vous digérez grâce à la biodiversité. C'est bien votre biote intestinale, les bactéries intestinales, qui font que vous êtes en capacité de digérer. Il n'y a pas un animal sur la planète qui est capable de digérer par lui-même, sans ces bactéries intestinales. Donc, on a fondamentalement besoin de ça. D'autre part, vous respirez en partie grâce à la biodiversité, qui est la biodiversité du plancton océanique, qui est la biodiversité des prairies, des forêts, qui vont produire de l'oxygène sur la planète. Et sans ça, il n'y aurait pas d'oxygène sur la planète. Sans la vie, il n'y aurait pas d'oxygène sur la planète, dans l'atmosphère. Il y en aurait dans les roches, mais il n'y en aurait pas dans l'atmosphère. Donc on voit bien, rien que pour deux fonctions aussi essentielles que l'alimentation et la respiration, à quel point on est lié à la biodiversité. Mais on est lié à la biodiversité aussi pour se vêtir, par exemple, avoir une chemise en coton, pour de l'énergie. Il peut y avoir de l'énergie qui vient de la biomasse. On peut avoir besoin de biodiversité pour de l'énergie fossile, parce qu'après tout, le pétrole ou le charbon, c'est de la biodiversité fossile aussi. Et puis on a besoin de biodiversité pour se soigner. Aucun chimiste n'est capable de prendre une feuille blanche et de dire, à partir de cette feuille blanche, je vais vous dessiner la molécule qui va bien pour soigner tel truc. Qu'est-ce qu'on fait ? On va dans la nature, dans le reste de la nature, et puis on regarde ce qu'il y a, on regarde certaines caractéristiques de certaines espèces, notamment des espèces qui sécrètent des venins, des poisons, des choses un peu agressives. Puis à partir de là, on essaye, on se dit, est-ce que là, il n'y aurait peut-être pas une molécule intéressante pour tel ou tel traitement ? Et puis on découvre cette molécule intéressante, après on est éventuellement en capacité de la synthétiser, mais on ne l'a pas inventée ex nihilo. Puis on soigne aussi un petit peu à partir d'argile, de minéraux, de choses comme ça, mais c'est minoritaire par rapport à tout ce qui nous vient du vivant, notamment des plantes, mais aussi des animaux. Donc on voit bien qu'on est en totale dépendance, et si on se croit indépendant du reste du vivant, c'est une très grave erreur, parce que le jour où il y aura plus reste du vivant, ou qui sera trop altéré, c'est nous-mêmes qui serons en danger, parce que nous sommes une espèce complexe, et que cette complexité nous rend fragiles, et que par conséquent, notre intérêt premier, c'est bien de protéger le reste du vivant. Y a-t-il tout de même des motifs d'espoir ou des raisons d'espérer ? Concernant la biodiversité, il y a des motifs d'espoir, parce que la biodiversité, elle est quand même très résiliente. Contrairement au système climatique où c'est même franchement différent, la biodiversité, si on la laisse tranquille sur un endroit donné, elle va revenir.
elle va rebondir. C'est ça sa résilience. Et ça a un gros avantage pour nous parce que c'est très gratifiant. C'est-à-dire que si on fait des efforts ici et maintenant, on en verra les fruits ici et dans pas très longtemps finalement. Pas très longtemps, ça se mesure en quelques années, mais c'est assez peu finalement. C'est largement dans le spectre d'une vie humaine, même d'un morceau de vie humaine. Donc de ce point de vue-là, la biodiversité est intéressante parce qu'elle nous permet d'agir et de voir les fruits de notre action. Et ça doit vraiment nous mobiliser. Et ses capacités de réaction sont souvent vraiment étonnantes, c'est-à-dire qu'on voit revenir des espèces, on voit revenir des individus, dès lors qu'on laisse les choses tranquilles. Vous laissez une prairie fleurie s'installer et vous allez voir les papillons, les insectes et les autres insectes qui vont revenir très facilement. J'étais en train de lire un livre hier soir sur les chauves-souris. Il y a des environnements où on a laissé des forêts un petit peu évoluer par elles-mêmes et elles grouillent de chauves-souris, à la fois en individus et en espèces. Donc on voit bien qu'il y a une capacité de réaction de la biosphère qui est étonnante, et ça doit nous rendre optimistes. Comparativement au sujet climatique, qu'est-ce qui fait selon vous que le vivant et la biodiversité commencent seulement à émerger dans les médias et le débat public ? Alors il y a plusieurs raisons. Il y a une raison qui est une raison structurelle, qui est que les structures institutionnelles, au sens large, politiques ou autres, qui traitent le sujet de la biodiversité, sont plus récentes que celles qui traitent du sujet climatique. Le GIEC, il a été créé en 1988. Donc vous voyez, on est en 2023, il a 35 ans. L'équivalent du GIEC pour la biodiversité, qui s'appelle l'IPBES, il est né dans début des années 2010. Donc il y a un gros écart, il y a plus de 20 ans d'écart entre les deux, ce qui fait qu'il y a une structure qui est déjà adulte, et l'autre structure qui est encore dans l'enfance, si on compare à une vie humaine. Donc il y a ce déphasage qui existe, qui est en train d'être comblé, parce que ce qui avance sur le front de la biodiversité se fait plus rapidement. Donc ça, c'est la première raison. Il y a une deuxième raison qui est que le vivant, il est compliqué. C'est compliqué de résumer le vivant, parce que le vivant, on peut compter des espèces, au sein des espèces, on peut compter des individus, on peut peser ces individus pour avoir une biomasse, on peut regarder les choses à l'échelle des gènes, à l'échelle des individus, à l'échelle des populations, à l'échelle des espèces, à l'échelle des écosystèmes. Tout ça, ce sont des regards différents qu'on peut porter sur la biosphère, donc sur la biodiversité, et c'est compliqué. Expliquer comment fonctionne un écosystème, c'est compliqué. Expliquer comment fonctionne le climat, c'est relativement plus simple. On peut le mettre en équation, parce que c'est une question de température, il fait froid, il fait chaud, et c'est une question d'humidité, il fait sec, il fait humide. Et avec ça, on cerne à peu près les choses. Et c'est compliqué de modéliser le climat mondial, mais c'est réalisable. Modéliser la biodiversité mondiale, c'est impossible, totalement impossible. Donc c'est plus difficile à expliquer, et derrière cette complexité, il y a aussi de l'incertitude. Donc c'est difficile de se projeter sur l'avenir. C'est très difficile de faire des prédictions à long terme. Déjà pour le climat, c'est pas simple, mais pour la biodiversité, c'est mission impossible, parce qu'on ne sait pas comment vont s'adapter, s'acclimater, évoluer les espèces dans les décennies qui viennent. Comment vont-elles réagir et comment leurs interactions, puisqu'elles sont toutes en interaction, vont bouger sous pression des changements environnementaux. Donc ça, c'est ce qui fait qu'on parle des fois plus de climat que de biodiversité, parce que c'est tout simplement plus simple à comprendre et ça fait plus longtemps qu'on a commencé. Considérez-vous que le vivant et la biodiversité sont suffisamment et sérieusement pris en compte dans la réglementation et les objectifs extra-financiers des entreprises ? On pense notamment à la TNFD. Non, alors je pense qu'il y a des progrès à faire sur la prise en compte de la biodiversité. Alors je fais souvent des interventions devant des entreprises, des chefs d'entreprise, et le message que j'essaye de faire passer, c'est de dire, écoutez, on est face à une crise environnementale qui est quand même une crise majeure. Si on essaye de se positionner sur une trajectoire en tendance, on est sur la trajectoire d'une grande extinction. On est dessus, par les mécanismes, par l'érosion de la biodiversité qu'on peut constater, on est sur cette trajectoire. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'on est relativement au début de la trajectoire, mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on va vite sur cette trajectoire. On se déplace vite sur cette trajectoire. Donc on a un peu de temps pour réagir, il faut qu'on essaye de réagir. Alors, les entreprises, comment peuvent-elles réagir ? Elles peuvent réagir, elles avaient l'habitude de réagir, quand elles réagissaient, de dire, bon, à la fin de l'année, je fais mon bilan comptable, et puis finalement, il me reste de l'argent, et donc je vais financer des opérations de biodiversité, ou financer ma fondation, on va planter des arbres, on va faire des trucs, on va subventionner le muséum, par exemple, c'est très bien, il faut continuer de le faire. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut véritablement que les questions d'environnement et de biodiversité viennent en amont dans la stratégie des entreprises. Au même titre
que leur parc immobilier, leur parc de véhicules, leurs ressources humaines, la gestion de leur budget, etc., la fabrication de leurs produits. Il faut que les questions de biodiversité interviennent dans la construction de la stratégie de l'entreprise. Il ne faut pas que l'entreprise s'interdise de faire ce qu'elle est. Elle a sa raison d'être, elle aussi. Une entreprise automobile va fabriquer des voitures. Très bien, elle fabrique des voitures. Mais qu'elle intègre les questions de biodiversité en amont dans sa stratégie, dans la manière dont elle fabrique les voitures. Ça représente qu'est-ce qu'on fait comme transport, qu'est-ce qu'on fait comme ceci, comme cela. Sur nos sièges, comment est-ce qu'on gère nos sièges, si on a des espaces verts, qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on peut les développer, etc., etc. Ça doit venir en amont dans la stratégie de l'entreprise. Qu'est-ce que vous pensez du bilan de la COP15 à Montréal ? Le bilan de la COP15. Alors, j'ai deux perspectives temporelles. La COP15, elle a été victime de la pandémie. Elle aurait dû se tenir à Kunming, en Chine, en 2020, à l'automne 2020. C'était prévu comme ça, et l'ambition chinoise à ce moment-là, c'était de faire la COP15, qui est une COP biodiversité, puisqu'il y a des COP biodiversité et des COP climat, de faire cette COP15 l'équivalent de ce qu'avait été la COP21 climat en 2015 à Paris. Et que si on regarde ce qui est sorti de la COP15, on peut se dire, finalement, par rapport à cette très grande ambition initiale, c'est pas terrible. C'est correct, mais sans plus. Peut mieux faire. Maintenant, si on se place cette fois à l'automne 2022, quelque temps avant que la COP15 se tienne de manière délocalisée à Montréal, mais quand même sous pilotage chinois, donc une géométrie très compliquée, là j'avais peu d'espoir dans ce qui allait sortir de la COP15. Et finalement, ce qui en est sorti, et je le regarde très positivement par rapport à ce que j'en espérais à l'automne 2022. Donc par rapport à ce que j'en espérais en janvier 2020, on est sans doute en deçà de ce qu'on pouvait espérer en janvier 2020, mais par rapport à ce qu'on pouvait en espérer à l'automne 2022 ou en septembre 2022, on est au-delà de ce qu'on pouvait en espérer. Il y a des bonnes choses qui ont été faites, il y a l'objectif 30-30, il y a les changements transformateurs, enfin il y a différents résultats qui ont été obtenus à la COP15. Après, j'espère qu'ils vont bien rentrer en application, mais qui sont plutôt bien par rapport à, compte tenu des circonstances du déroulement des opérations, en gros, entre le début de la pandémie, la fin de la pandémie, la délocalisation de la COP15 avec une reprise de pandémie en Chine. Enfin, il faut avoir tout ça en tête aussi. Donc, compte tenu du contexte, c'est pas mal. Et justement, sur les prochaines COP, qu'est-ce que vous attendez ou qu'est-ce qui, grosso modo, il restera à faire ? Il reste beaucoup de choses à faire. Il faut vraiment on est sous tension. On est aussi sous tension climatique et la biodiversité aussi est sous tension climatique. Il faut qu'on sache se projeter sur des changements qui sont quasi inéluctables. Sur le climat, ils sont quasi inéluctables. Sur la biodiversité, ils sont encore évitables. C'est-à-dire qu'on peut réagir. Mais la biodiversité va aussi être impactée par le changement climatique. Donc comment est-ce qu'on anticipe ces choses-là ? Et ça veut dire que pour un certain nombre d'activités qui sont très liées à la biodiversité, on peut penser à l'agriculture, comme l'agriculture, il faut qu'on change de modèle. Il ne faut pas qu'on essaye de mettre des emplâtres sur des jambes de bois. Il faut vraiment changer de modèle, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire semblant de vouloir continuer comme avant en disant on va modifier un peu les trucs, on va essayer de faire ceci ou cela, et puis ça va pouvoir tenir, on va continuer comme avant. Non, il faut vraiment changer de modèle. Un exemple emblématique, alors qui est un exemple un petit peu politique quand même, sont les méga-bassines. Les méga-bassines, qu'est-ce que c'est ? C'est de dire on veut continuer à faire la même agriculture qu'avant, il nous faut plus d'eau, donc on va faire des méga-bassines. Je ne porte pas de jugement sur ce que sont les méga-bassines. Mais dans la démarche, on a l'impression que c'est vouloir continuer comme avant. Alors qu'en fait, il faut changer de modèle d'agriculture là où il y a des sécheresses plus importantes qui s'installent. Et dans ces cas-là, les méga-bassines ne sont pas la solution. La solution, elle est ailleurs. Dans les pratiques agricoles, dans le fait qu'il faille replanter des haies qui vont retenir de l'humidité, dans des choses comme ça. Donc, c'est ça que j'appelle changer de modèle. Il faut qu'on change de modèle nous-mêmes, individuellement, dans notre consommation, dans notre alimentation, dans nos façons de nous déplacer, dans des choses comme ça. Il faut qu'on accepte des modifications importantes, qui sont des contraintes. Il ne faut pas se voiler la face, ça sera des contraintes, mais c'est le prix à payer pour continuer d'avoir une planète habitable, pas forcément pour nous, mais pour nos successeurs, pour nos enfants, nos petits-enfants. Si on souhaite qu'ils aient une planète habitable, il va falloir qu'on en passe par là, et que les sujets d'environnement soient, dans chacune de nos prises de décision individuelles comme collectives, beaucoup plus pris en compte,
Parce que sinon, ça va rebondir sur des questions sociales et sur des questions économiques, et ça va nous revenir dessus comme un boomerang si on ne prend pas ces questions d'environnement en compte. On a en gros jusqu'à la fin de la décennie pour le faire à peu près correctement. Après, plus on attendra, pire ça sera. Et enfin, face aux défis que l'on connaît, s'il y avait une solution ou une mesure à déployer dès aujourd'hui, laquelle vous choisiriez et pourquoi ? Alors si j'avais la solution miracle, évidemment, soit je serais très riche, soit je serais un saint. Non, j'ai pas de solution miracle. On sait qu'il y a des choses qu'on peut faire, ou il y a des choses qu'on ne devrait pas faire. Je vais plutôt prendre une chose qu'on ne devrait pas faire, puisque quand j'étais encore chercheur au CNRS, je suis en biologie marine, et je vais dire on devrait mettre un moratoire sur l'exploitation des grands fonds, que ce soit pour des ressources minérales ou pour des ressources halieutiques dans la haute mer. Soyons raisonnables, n'allons pas taper dans les grands fonds qui sont des écosystèmes extrêmement particuliers, avec leur fragilité, leur histoire, des dynamiques de fonctionnement de l'écosystème qui sont extrêmement lentes parce qu'il y a relativement peu d'énergie qui arrive en grande profondeur. Donc on est sur des fonctionnements lents et on est en train de taper sur des écosystèmes qui ont des rythmes d'évolution qui sont de l'ordre du siècle, voire plus. Donc faisons attention, si on mange un kilo de poisson qui vient des profondeurs de l'océan, ce kilo de poisson, il a mis 100 ans à se fabriquer. On mange du centenaire. Donc il faut avoir ça en tête, et je pense qu'on a fait suffisamment de bêtises sur les continents pour ne pas les reproduire dans les océans. Très clair, merci beaucoup. Nous espérons que l'épisode vous a plu. En attendant le prochain, retrouvez toutes les solutions vérifiées durables sur la marketplace VTED.